aux organisateurs et à toi Henri pour avoir amené la leptospirose sur la thématique de cette soirée. C'est vraiment un grand plaisir pour moi, j'espère ne pas trop vous saouler parce que moi je suis assez passionnée par le thème, donc à un moment donné j'ai dit à Henri tu m'arrêtes et on passe à autre chose. Donc voilà, un grand merci pour ça puisque la leptospirose ça reste encore aujourd'hui une maladie négligée. Elle est considérée comme telle au niveau international et le fait de pouvoir en parler, eh ben, ça la rend un petit peu moins négligée. Donc voilà, un grand merci. Donc le propos là et puis de manière à introduire donc l'objectif c'est alors des clés pour la pratique, des pistes pour une seule santé. Donc il va y avoir des éléments plus dans le cadre de l'écosystème sur les leptospiroses, des éléments plus orientés cliniques vétérinaire et puis dans la perspective de justement pouvoir ouvrir le dialogue ou renforcer le dialogue, parce que j'ai l'impression qu'il est déjà bien ouvert aujourd'hui, renforcer le dialogue entre les différentes santé. Alors avant de commencer, ce que je vais vous exposer, c'est le fruit d'un travail collectif au sein de VetAgroSup et donc dans cette école vétérinaire de Lyon, puisque là on parle du campus vétérinaire, il y a 3 entités qui travaillent, alors pas que, mais qui ont une activité en lien avec la leptospirose. Donc en premier, le laboratoire d'analyse de VetAgroSup, alors anciennement laboratoire des leptospires, mais comme c'est un peu la mode de refondre, de joindre, d'optimiser, ce laboratoire des leptospires a rejoint d'autres laboratoires de VetAgroSup pour former le pôle d'analyse, mais il y a toujours cette expertise du diagnostic de leptospirose animale au sein du campus vétérinaire de VetAgroSup. Et donc ici, on travaille essentiellement, pas que, mais essentiellement sur les animaux domestiques, animaux de rente, carnivores domestiques, surtout les chiens, et puis les chevaux. L'USC 1233, c'est donc l'unité de recherche rongeurs sauvages, risques sanitaires et gestion des populations, donc à peu près tout est dans le titre. Dans cette unité-là, on travaille beaucoup sur les rats, avec des chercheurs qui sont plutôt orientés sur les solutions de gestion et notamment la résistance aux anticoagulants. Et on travaille aussi sur l'épidémiologie des zoonoses associées aux rats, dont la leptospirose. Et ce qui fait que avec la leptospirose, comme il s'agit d'une maladie multi-hôte, on ne travaille pas que sur les rats, on élargit à d'autres hôtes sauvages. Donc ici, c'est une étude qu'on avait menée sur les campagnols terrestres. Et voilà, ce qui fait que c'est assez complémentaire avec les données que je vous présenterai, qu'on peut avoir au laboratoire d'analyse. Et puis la dernière entité, c'est le pôle EVAS, donc c'est le pôle d'expertise vétérinaire et agronomique des animaux sauvages. Et ce pôle d'expertise donc, est piloté par VetAgroSup, mais n'inclut pas que des experts de VetAgroSup, donc c'est plutôt des experts nationaux. Et donc, dans ce cadre-là, on interagit assez fort avec l'OFB d'ailleurs. Et ce pôle EVAS, son objectif, c'est un pôle d'expertise, donc c'est de répondre à des questions précises. Là, j'ai mis un exemple, c'est un outil qui a été développé par le pôle Priorité Santé Faune et qui vise à l'appui des décideurs, l'appui aux politiques publiques aussi plus largement. Et dans ce cadre-là, il y a aussi de la formation qui est développée. Et donc là, on voit des étudiants qui mettaient en place des pièges pour étudier la dynamique de population de petits mammifères dans le cadre d'une étude un peu plus large sur la leptospirose encore. Et donc ce pôle EVAS a appuyé certaines études dont je parlerai ce soir. Alors, ce que j'ai prévu, là, c'est de faire des petites séquences pour rythmer un peu cette présentation-là. Donc, des petites séquences. Que sait-on sur les leptospires, sur les leptospiroses animales plus largement, la transmission, l'épidémiologie. On parlera de diagnostic et puis un peu de prévention, mais on a encore du chemin à faire en termes de prévention. Alors, les leptospires, qu'est-ce que c'est? Alors, ce point-là, alors je ne me lasse pas de les regarder, je vous montre quand même ce dont il s'agit. Donc, il s'agit de bactéries spirochates qui ont cette forme spiralée. Et
elles ont en plus un dispositif qui leur permet d'avancer. Cette motilité est particulièrement importante dans la pathogénicité, et notamment on connaît des leptospires qui sont non pathogènes et qui n'ont pas cette motilité. Aujourd'hui, là, les leptospires, c'est plus de 70 espèces qui ont été décrites au niveau génétique, et en fait, on est assez loin. Alors, je ne sais pas selon votre âge, mais en tout cas, moi, je me mets dans ceux qui ont connu ce qu'on appelait les Leptospira interrogans au sens large, ou au sens lato. Et donc, on mettait tout dedans. Tout ce qui était pathogène, c'était du Leptospira interrogans au sens large. Et aujourd'hui, on ne parle plus de sens large. Leptospira interrogans, c'est une espèce en particulier. Et il y a un panel d'autres espèces qui ont été décrites. Et donc, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce qu'il faut voir, c'est que parmi ces 70 espèces, il y en a des pathogènes, des non pathogènes, les non pathogènes étant environnementales, et les pathogènes, parmi les pathogènes, il y en a peut-être des environnementales et puis peut-être des pathogènes, mais ce qu'il faut retenir, c'est que parmi cette quarantaine d'espèces classées dans les pathogènes, parce qu'elles ont des génomes communs aux pathogènes bien connus, eh bien, il y en a 8 qui ont été isolées de patients ou d'animaux. Et donc, pour celles-ci, on sait vraiment qu'elles entraînent des signes cliniques. Et parmi ces 8 espèces qui nous intéressent particulièrement, il y en a 3 qui circulent en France. Donc, Leptospira interrogans au sens strict, Leptospira kirchneri et Leptospira borg-peterseni. Et peut-être que vous êtes plus familier avec ce qu'on appelle les sérogroupes. On parle de sérogroupes ictéro-hémorragiés, canicola pour les chiens. Et en fait, dans la classification moléculaire, donc qui décrit le génome, on ne parle pas de sérogroupe, puisque comme son nom l'indique, sérogroupe, c'est lié au sérum. Et on parle de génogroupe. Et ce qui met un peu le bazar là-dedans, c'est que les sérogroupes et les génogroupes, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc ici, au milieu, vous avez une vue au microscope à fond noir avec des leptospires, plein de leptospires qui sont au fond. Et les petits amas blancs, ce sont les agglutinations. Donc le principe, c'est alors dans ce sens-là, c'est pas tout à fait la méthode diagnostique qui est l'inverse, mais bon. Ici, on met les leptospires qu'on a trouvés, on met ces leptospires au contact de sérums qu'on connaît, on sait diriger contre tel et tel sérogroupe. Et si ça agglutine, on dit, tiens, la bactérie qu'on a trouvée, c'est celle du sérogroupe untel. Et là où ça met vraiment le bazar, c'est que les espèces, donc là par exemple Leptospira interrogans, inclut des leptospires du sérogroupe Australis, Canicola, Grypotyphosa, etc. Mais Leptospira kirchneri aussi. Et dans ce cadre-là, c'est vraiment le bazar. Donc nous, on ne s'en sort pas, mais on garde quand même les deux classifications. Pourquoi ? Parce que la classification moléculaire, elle est beaucoup plus précise, là où la classification sérologique, parfois il y a des agglutinations croisées, des trucs qu'on n'aime pas trop. Donc, on a un niveau de preuve que telle souche a bien un tel génome qui est plus avancé. Ça permet d'investiguer les sources de manière plus certaine. Ça nous aide pour l'épidémiologie, pour comprendre comment se fait la chaîne de transmission. Et ce n'est pas utilisable en routine. En fait, c'est vraiment difficile. Difficile. Disons que pour le mettre en œuvre, on ne pourrait pas faire ça à la chaîne. C'est pour ça qu'on garde encore le diagnostic sérologique. Et puis, accessoirement, on le reverra dans le diagnostic, il a quand même une meilleure sensibilité que la détection directe. Donc ça, c'est un test, ça reste le test de référence, le test de microagglutination, qui se fait en routine. Et il a un intérêt clinique et il a un intérêt aussi pour la prévention, puisque en termes de vaccination, c'est les sérogroupes qui nous intéressent et pas les géno-trucs. Donc voilà pourquoi on a ces deux classifications et on essaye de s'en sortir et d'être clair. Alors j'espère que ça l'était à peu près, mais voilà, les deux existent. Alors maintenant, les leptospiroses animales. Alors, je commence par un animal bipède, juste qui nous sert de référence, puisque c'est peut-être pour certains, on a à peu près tous en tête Veto ou Santé humaine, ce qui est une leptospirose humaine, même s'il y a plein d'autres formes possibles.
Mais voilà, le tableau clinique classique ictéro-hémorragique. Et ce tableau clinique ictéro-hémorragique, il est similaire à ce qu'on peut observer chez le chien. Alors pareil, chez le chien, on a tout un tas de tableaux cliniques possibles. Et voilà, mais l'ictéro-hémorragique, les vétos savent bien le reconnaître et donc ça les oriente. Tel que en humaine, j'imagine, sur le tableau ictéro-hémorragique. Un deuxième point qui est aussi observé en humaine, c'est les hémorragies pulmonaires et qui semblent avoir émergé depuis quelques années et qui sont associés à un pronostic très sombre. C'est plus de 50% qui meurent dans ces cas-là. Et donc ça, c'est un tableau clinique qui est régulièrement rapporté pour la canine. Sur les chevaux, rien à voir. Plutôt des uvéites récidivantes qui peuvent tout de même aller jusqu'à la cécité. Donc le pronostic vital n'est pas engagé pour les chevaux, ou rarement, mais plutôt des signes oculaires qui sont rapportés. Et aussi, il y a une question régulière sur les baisses de performance. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas été décrit jusque-là. On a beaucoup de demandes de diagnostic dans le cadre des baisses de performance, mais honnêtement, on n'est pas en mesure de faire le lien entre ce qu'on observe au diagnostic et la baisse de performance. Et je vous montrerai ça à partir des résultats labo. Sur le tableau clinique des animaux de rente, relativement classiquement, alors les formes cliniques aiguës sont assez rares. On en voit, mais c'est assez rare. Et c'est plutôt une atteinte de la reproduction, avec des avortements associés. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que parmi la faune sauvage, il y a aussi des espèces sensibles, avec ici des castors qui présentent un tableau clinique ictéro-hémorragique, un renard qui ne présentait pas d'hémorragie, mais une anémie et une atteinte rénale. Et vous voyez ici dans le rein, alors vous voyez ou pas, mais croyez-moi sur parole, ici ça c'est un tubule rénal et on voit les leptospires à l'intérieur. Voilà pour le panel des formes cliniques, rapidement. Mais il y a aussi les formes inapparentes, alors qui ne sont pas cliniques celles-ci. Alors je commencerai avec le rat qui est largement décrit et connu. Et donc pour le rat, c'est le premier hôte identifié comme source de leptospirose pour les humains. Ça fait plus d'un siècle que tout cela a été décrit et c'est aussi l'espèce qui a été la plus étudiée et sur laquelle on connaît le plus de choses. Donc on a tendance à se dire leptospirose rat, mais en fait c'est surtout, alors c'est vrai dans une certaine mesure, mais c'est aussi qu'on sait beaucoup de choses sur les rats et peut-être moins sur les autres espèces. La prévalence est relativement variable d'une colonie de rats à l'autre, mais grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est un rat adulte sur 5 et porteur de leptospire. La dynamique d'infection est bien connue aussi, donc on sait que lorsqu'il a contact avec une leptospire, il va y avoir une bactériémie, ça va diffuser dans tous les organes la première semaine, après il y a une clairance dans les organes, mais en revanche ça va persister dans le rein, et là pareil, on voit les tubules rénaux avec le marron au milieu, là, dans la lumière, ce sont les leptospires. Donc on comprend aisément qu'à chaque fois que le rat va uriner, les leptospires vont se décrocher et vont se retrouver dans l'environnement. Les hérissons, alors ça c'est peut-être moins bien décrit, mais je vous partage une étude relativement récente qu'on a fait avec Oniris, donc l'école vétérinaire de Nantes, leur centre de soins. Et un certain nombre de hérissons qui ont été reçus au centre de soins ont prélevé l'urine. Et s'ils survivaient, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui ne survivent pas, ceux qui sortaient, on les reprélevait et on retestait pour les leptospires. Le premier point qu'on a vu, donc on avait à peu près la moitié des hérissons qui ont été analysés, alors c'est 40%, qui étaient positifs au niveau de l'urine. Donc il y avait de l'ADN de leptospire dans l'urine, ce qui est pas mal, hein. Je vous disais, le rat c'est 20%. Donc il y a quand même moins de rats plus de rats que de hérissons, mais les hérissons sont quand même bien chargés.
Et le premier résultat qu'on a eu, alors ça c'est mes collègues pathologistes en pathoclinique qui ont fait ça et qui se sont arrachés les cheveux parce que apparemment, moi ça me dit rien, hein, mais le ratio protéine-créatinine était hyper élevé et ils ne comprenaient pas pourquoi. Néanmoins, ce qu'on observe, c'est que ce ratio protéine-créatinine est équivalent, qu'il soit positif au lepto ou pas. Et puis l'autre point notable, c'est que parmi tous les positifs qui étaient positifs à l'entrée, en sortie, c'est tous ceux. Donc en fait, chaque carré, c'est un individu positif. Et la sortie, c'est le dernier carré. Et quand il est orange, c'est qu'il était encore positif. Quand il est bleu, c'est qu'on n'a pas détecté de leptospire. Et vous voyez les zones grises, c'est tous ceux qui ont reçu des antibiotiques. Donc, malgré les traitements antibiotiques parfois très longs, parce qu'un carré, c'est une journée, eh bien, on avait des animaux qui restaient positifs à la sortie du centre de soins. Donc, ils sont quand même plutôt adaptés à certaines souches de leptospire. Ensuite, le chien, maintenant. Donc pour le hérisson, on peut se demander si c'est une bonne idée de les recueillir et de les nourrir et tout ça. On va se poser la question pour le chien, maintenant. Alors là, il s'agit d'une étude prospective sur 56 chiens. Donc c'est une étudiante veto qui a mis à profit sa meute de chiens de chasse pour cette étude-là. Donc ils étaient tous bien vaccinés, on peut lui faire confiance, et ils n'avaient pas reçu d'antibiotiques avant l'étude. Et donc, parmi ces 56 chiens, elle a pu prélever l'urine pour 32. Et parmi ces 32, eh bien, il y en avait 10 qui étaient, pour lesquels on retrouvait de l'ADN de leptospire. Et c'est des animaux qui étaient parfaitement sains, aucun signe clinique. Il y en a un qu'on a trouvé positif dans le sang également. Et ce qu'on a fait ici, c'est que 6 mois après, on a reprélevé l'urine, alors pas de tous, malheureusement, mais parmi les 8 qu'elle a pu le reprélever, eh bien, il y en avait quand même 2 qui étaient positifs. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que, a priori, ce ne sont pas les mêmes qui étaient positifs à la première session et à la deuxième, et compte tenu des taux, on en déduit qu'il n'y a pas nécessairement un effet d'accumulation. Alors c'est un petit effectif, donc il faudrait le renforcer encore, mais ces résultats nous orientent plutôt vers des infections sporadiques ou ponctuelles, plutôt qu'un réel portage sur le long terme. Donc, on peut se dire qu'ils sont quand même moins chargés globalement que les hérissons. Puis je reviendrai là-dessus après. Néanmoins, c'est quand même, et ça a été recroisé par d'autres études, 20% des chiens qui ont, alors 10 à 20% selon les études, qui ont un portage asymptomatique. Donc, on retrouve l'ADN dans l'urine et néanmoins, ils ne présentent aucun signe clinique. Alors, pour la transmission majoritaire, prédominante, c'est via l'environnement. Donc, tout ce que je vous expliquais tout à l'heure, le rat qui a des leptos, qui contamine l'environnement. La leptospire survit plus ou moins longtemps selon les caractéristiques du milieu humide, le pH, l'ensoleillement, la température. Et tout ce panel d'hôtes, mais c'est juste un petit échantillon des mammifères, parce que je pourrais mettre tous les mammifères ici, peuvent s'infecter à partir de l'environnement contaminé. Donc ça, c'est un fait. Après, il y a aussi de la transmission directe, mais c'est des cas vraiment très particuliers, et notamment avec l'acquisition des rats domestiqués. Et dans cet article-là, qui décrit la transmission entre les rats domestiqués et l'humain, eh bien, c'est des personnes qui, par sympathie, avaient gardé les rats du voisin et se contaminent par la lepto, donc ça, c'est pas très cool. D'autres qui sont vraiment détenteurs du rat. Et puis, il y a même une magicienne qui s'est infectée auprès de sa souris. Voilà. Donc, ça arrive, mais c'est vraiment ça implique une proximité assez étroite. Alors, on peut se poser maintenant la question du chien, qui revient souvent. Est-ce que le chien contamine les personnes ou peut être source pour ses propriétaires, étant donné qu'on dit 20% des chiens sont porteurs. Et dans la littérature, en fait, il y a extrêmement peu de cas qui décrivent la transmission du chien à l'humain.
Alors, il y a une vétérinaire qui va témoigner tout à l'heure et donc qui nous expliquera dans quel contexte. Donc ça existe, bien entendu, mais la probabilité de transmission est vraiment pas énorme et donc on a très peu de cas décrits dans la littérature. Cela vient du fait, très probablement, que le chien est infecté de manière relativement courte, avec une adaptation au leptospire qui est relativement limitée, et donc va être infecté, porteur, et va éliminer la bactérie assez rapidement. Contrairement au rat qui peut rester infecté pendant 6-7 mois. C'est les limites de l'étude, en fait. Ça va au-delà de ça. Maintenant, petite question pour vous à main levée. Si on regarde le rat dont on a parlé et une vache qui pourrait être infectée, à votre avis, qui contamine le plus le milieu? Un rat infecté ou une vache infectée? Alors, qui est pour le rat? Ok. Qui est pour la vache? Ok. Eh bien, c'est à peu près pareil. Alors là, vous avez tous les deux raison. C'est que si on ramène ça au millilitre d'urine, eh bien, le rat excrète beaucoup plus que la vache. Mais une vache, ça fait beaucoup plus d'urine qu'un rat, en fin de compte. Donc, si on ramène au volume d'urine émis par jour, ben, la vache va contaminer presque autant, ou même plus, l'environnement par rapport au rat. Ça veut dire que, finalement, quand on est dans un écosystème, il va falloir considérer l'ensemble des populations présentes, la densité, la biomasse des hôtes présents, et tout ça pour évaluer le niveau de contamination du milieu. Donc si je considère un écosystème un peu plus réaliste que le rat tout à l'heure avec le chien, eh bien, il va y avoir un panel de mammifères qui vont chacun avoir un rôle dans la contamination, ou en tout cas une implication dans la contamination du milieu, s'ils sont infectés. Néanmoins, le rôle sera peut-être différent selon l'espèce, selon sa taille et son adaptation au lepto. Donc, si je considère, alors là, j'avoue, j'ai un peu chargé l'écosystème, là, tous les points, ça va être les individus infectés. Et si je considère que ces individus infectés peuvent contaminer dans une certaine mesure l'écosystème, eh bien, seuls certains d'entre eux vont présenter des signes cliniques. Donc ça, c'est vrai pour... alors, on ne connaît pas toutes les espèces, mais toutes les espèces qu'on connaît bien, on sait qu'il y a des formes asymptomatiques, des formes symptomatiques, des formes sévères, des formes moins sévères. Certaines espèces qui vont être plutôt adaptées et donc ne vont pas présenter de signes cliniques. Néanmoins, le rat n'est pas là pour nous dire s'il a mal à la tête ou pas. Et voilà, donc plus ou moins sévère. Mais donc, dans cet écosystème-là, il y a une circulation de leptospires et même de plusieurs leptospires, donc plusieurs espèces, plusieurs sérogroupes. Et néanmoins, les formes cliniques, ça va être juste le sommet de l'iceberg. Et ça veut dire aussi que quand on lutte contre les ragondins, les rats musqués, qui sont souvent la cible parce que ce sont des espèces invasives et puis réglementées pour la régulation, eh bien on n'enlève qu'une petite partie du problème. Et notamment, donc quand on considère le niveau de contamination du milieu, enfin c'est ce qu'on aimerait faire, savoir à quel point un milieu est contaminé pour dire s'il faut y aller ou pas y aller, ou prendre des mesures, eh bien il faut considérer à la fois l'aspect populationnel, l'aspect environnemental, et notamment dans cette étude-là, très rapidement, donc il s'agissait de kayakistes dans l'Est rennais qui ont été infectés par des leptospires via leur pratique, donc contact avec l'eau. Et donc la question qui était posée, c'était quelle est la source? Parce que nous, on aimerait bien que nos kayakistes ils puissent réentraîner assez rapidement. Et il se trouvait que la personne qui luttait qui régulait les populations de ragondins était partie à la retraite pas longtemps avant. Donc la population avait augmenté et le premier réflexe, et c'est normal, ça va être de dire c'est les ragondins, c'est des rongeurs, donc leptospire, c'est eux, on va réguler la population et le problème sera résolu. Et quand on a analysé ces ragondins, en fait, c'est vrai qu'ils étaient porteurs
porteurs de leptospire et de leptospire pathogène, mais pas la même souche qui avait infecté les kayakistes. Donc il y a d'autres hôtes dans l'écosystème qui sont responsables de cette contamination du milieu et de manière, alors je ne vais pas retourner le couteau dans la plaie parce que c'est toujours très douloureux pour moi, on n'a toujours pas trouvé la source, on a mis en place plusieurs études et avec l'aide d'Anouk notamment de l'OFB et de l'ARS. Et donc ça a été un vrai travail collaboratif entre les santés et néanmoins, on n'a pas trouvé la source, mais tout le monde s'accorde pour dire que ça a renforcé les liens entre les santés et que ça servira pour plus tard. Voilà, donc ne jamais désespérer. Et donc notamment toujours un travail avec Anouk, l'OFB et puis l'ARS dans un autre contexte. Eh bien, on avait proposé à l'ARS d'avoir un guide d'enquête éco-épidémiologique rapidement après les cas groupés pour se dire voilà, à quoi on doit penser très rapidement, la modification de l'environnement, les conditions climatiques. Bon, ça, ils le mettent en place de manière... ils n'avaient pas besoin de nous pour l'identifier, mais voilà, quels sont les types de mammifères qui se trouvent dans le secteur, quelle est la densité. Voilà. Donc en fait, on a besoin de vraiment beaucoup d'informations relatives à l'écosystème pour pouvoir avancer sur le niveau de contamination. Ce qui me fait glisser tranquillement sur l'épidémiologie, et là je vais partager avec vous ce qu'on sait du rôle de chacun des hôtes dans la contamination de l'écosystème. Et je vais commencer par les données dont on dispose le plus facilement, ce sont les données de laboratoire. Donc ces données de labo, ici je vous présente donc le taux de positif versus nombre d'animaux testés, donc c'est en pourcentage. Donc les foncés sont les séropositifs et les clairs sont les séronégatifs. Donc ça ne vaut pas pour une prévalence vu que c'est uniquement les tests qu'on reçoit au laboratoire qui sont analysés et donc c'est une petite partie de ce qui se passe. C'est aussi, alors c'est pas tant que la quantité de positifs a baissé que notre façon peut-être d'interpréter les positifs qui a changé, parce qu'en 2012 est sorti le vaccin quadravalent et ça sème vraiment le bazar dans l'interprétation des résultats sérologiques. Donc voilà, donc on est un peu plus sélectif quand on décrète qu'un animal est séropositif et infecté. On veut être sûr que ce soit le cas. Donc on perd en sensibilité probablement. Donc voilà, donc on a à peu près régulièrement 10% de nos tests qui sont positifs en sérologie. Et donc on a du mal à en extraire une incidence, c'est-à-dire combien il y a de cas de leptospirose en France. Donc ça, c'est des résultats. Donc 1, c'est ce qu'on avait trouvé à partir de nos données de labo, mais autant dire que ça vaut rien en fait. Et 6, c'est ce que les Suisses avaient trouvé à partir d'un centre hospitalier vétérinaire. Mais le point, ce qui est plus intéressant peut-être, c'est une enquête qu'on avait faite auprès d'un panel de cliniques véto, où on leur avait demandé combien de chiens vous suivez par année et combien de cas de lepto vous avez. Et là, on était plus proche de 150 pour 100 000 chiens par année. Et voilà. Donc il y a beaucoup d'animaux qui ne vont pas jusqu'au diagnostic, certains qui sont diagnostiqués avec des tests rapides, certains où on a juste une sérologie, on n'a pas la cinétique qui nous permet de faire le diagnostic de certitude. Donc voilà, tout un tas de freins au labo pour en faire quelque chose d'un point de vue épidémiologique. J'insiste parce que voilà, je compte sur vous pour faire des diagnostics. Et les chevaux ici, alors vous voyez, c'est encore pire, quasiment un cheval sur deux est séropositif. Et là encore, c'est vraiment extrêmement difficile de mettre le lien entre la séropositivité et les signes cliniques observés parce qu'ils sont beaucoup exposés en fait. Et exposition ne veut pas dire infection. Veut dire infection à un moment donné, mais les anticorps persistant assez longtemps, ça ne veut pas forcément dire qu'ils le sont toujours. Pour les animaux de rente, voilà à peu près les résultats qu'on a. Je glisse vers cette étude-là qu'on avait faite toujours à partir des données labo pour les porcins.
Et donc, on avait quasiment, alors là, on était même allé jusqu'à considérer les élevages positifs, puisqu'on reçoit plusieurs animaux d'un même élevage, et ce qui peut biaiser nos prévalences. Et c'est quasiment un élevage sur 2 qui est positif. Pour les bovins, c'est pareil, hein, dans le tout venant, c'est à peu près un élevage sur 2 qui est séropositif. Et voyez ce qu'on arrive à faire avec nos données de labo. Eh ben, on a des cas de lepto là où il y a beaucoup de porcs, donc dans le Grand Ouest. Donc voilà, d'un point de vue épidémio, tout ça a une valeur relativement limitée, mais ce qui est plus intéressant, c'est de suivre les sérogroupes, en fait. Et donc, ici, ce que vous voyez sur ce graphe, c'est la valeur relative, le nombre relatif des sérogroupes identifiés à partir de la sérologie. Et donc, vous voyez les grandes barres vertes, c'est Australis, le sérogroupe Australis, et voilà, qui appartient souvent à l'espèce interrogans, mais bon, je mets ça, c'est une parenthèse. Et donc, voilà, cette prédominance d'Australis, on la voit vraiment parmi toutes les espèces, et en particulier les chiens. Mais ceci dit, je vais nuancer avec la diapo d'après. Ça reste des effectifs relativement limités, mais ça nous donne une idée en fait, de ce qui circule. Et donc, l'industrie des vaccins est très intéressée par ces informations-là. Voilà. Et nous, ça nous permet de détecter d'éventuelles émergences. Alors, là où je vais nuancer les résultats canins, c'est que ici, ce sont les résultats PCR qu'on reçoit au laboratoire et où on a appliqué les méthodes moléculaires donc, qui décrivent les génomes pour identifier les génogroupes qui, je le rappelle, ne sont pas tout à fait comme des sérogroupes. Et ceci dit, on a une bonne certitude que L interrogans SG1, le génogroupe enfin bon bref, je ne rentre pas dans la taxonomie, on va s'y perdre, mais en tout cas, on sait que ça, c'est du sérogroupe ictéro-hémorragier. Et donc, contrairement à ce que je vous disais là, à partir de la sérologie, où on a surtout de l'Australis, eh bien, si on regarde les PCR, on a surtout de l'ictéro-hémorragie. Donc, c'est les deux sérogroupes qui circulent majoritairement, malgré la vaccination qu'on fait depuis des décennies contre ces deux. Alors, contre ictéro-hémorragie, et puis Australis, c'est plus récent quand même. Ensuite, sur les autres espèces, alors, pour faire court, on a déjà parlé du rat. On a déjà parlé du hérisson, vous voyez, qui est plus infecté en proportion d'après nos échantillons. Ici, la grande barre, c'est les campagnols terrestres, sachant qu'il y a des colonies plus ou moins infectées, mais celle qu'on avait ici, elle était particulièrement. Et ce que vous voyez en termes de couleur, c'est en gros le sérogroupe auquel il appartient. Donc, ictéro-hémorragie pour le rat, Australis pour le hérisson, et Grypotyphosa pour le campagnol. Et puis ensuite, les autres espèces, on retrouve un panel de sérogroupes, et ce qui suggère, avec des prévalences qui sont quand même beaucoup moins importantes, et ce qui suggère que l'adaptation hôte pathogène est relativement limitée. Et donc, c'est plutôt des infections courtes, avec peu de chances qu'il y ait une charge importante relarguée dans ces cas-là. Néanmoins, si ces populations sont à forte densité, ça peut contribuer de manière significative à la contamination de l'écosystème. Température et humidité, on parle souvent de ça pour l'aspect, enfin la survie des bactéries et du coup le risque de transmission. Et ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que pas grand-chose. Alors, je ne vais pas dénigrer quand même ce travail-là, mais ça va de 0 à plusieurs années, 10 puissance 3. Et en fait, cette étude-là, on a fait une revue de la littérature de tout ce qui existait en termes de durée de survie des leptospires dans les différents compartiments, eau, sol, même urine. Et vous voyez que selon le type de leptospire, on a des durées de survie qui sont très variables. Et surtout, ce qu'on voit, c'est que plus ça a été étudié, plus on a de variabilité. Et là, ce qu'on a regardé à côté, c'est en fonction du compartiment, c'est-à-dire est-ce que ça survit plus dans l'eau, dans le sol, dans l'urine. Et globalement, là encore, plus il y a d'études, plus il y a de variabilité.
Les différentes couleurs, c'est les différents types de leptospire. Donc en fait, on ne peut pas conclure grand-chose sur la durée de survie. C'est hyper variable et ça dépend probablement d'autres choses, je vous en dirai deux mots. Mais en tout cas, ce qui est notable ici, c'est que même si on a moins d'études, dans l'urine pure, ça semble survivre moins longtemps. Et ce serait peut-être une des causes, ou grâce à ça, que les chiens ne contaminent pas tant que ça l'environnement des propriétaires. Voilà. Néanmoins, si on dilue l'urine, là, ça survit un peu plus longtemps. Et donc les stratégies de survie, l'hypothèse qui est actuelle aujourd'hui, c'est que les animaux urinent dans le sol, les leptospires restent dans le sol, et lorsqu'il y a des fortes pluies, ces leptospires remontent à la surface parce qu'elles ont besoin d'oxygène, et donc ruissellent ensuite vers les cours d'eau. Et c'est en ça qu'après de fortes pluies, on ne va pas se baigner, dans l'eau naturelle en tout cas. Enfin, ce sont les recommandations. Et ensuite, les stratégies de survie, ça c'est relativement nouveau. Les leptospires pourraient former des biofilms au même titre que d'autres bactéries et donc résister davantage dans l'environnement. Et puis le dernier, alors ça c'est tout neuf, c'est du mois de mars, c'est la survie des leptos dans les amibes, donc qui permettrait de les faire persister dans l'environnement. Donc pour toutes ces raisons-là, les modifications de l'environnement, les modifications du climat, et l'augmentation des activités en lien avec l'eau, notamment, on s'attend à plus de cas de leptospirose humaine, mais aussi parmi les animaux. Alors, quelques mots sur le diagnostic. Cette cinétique ici, pour vous montrer que chez le chien en particulier, les leptospires restent dans le sang les premiers jours de l'évolution clinique, ensuite se retrouvent dans l'urine et les anticorps apparaissent à peu près vers 5 jours et puis atteignent le maximum vers 1 mois et plus. Et puis ensuite atteignent un plateau. Ce qui fait qu'en termes de prélèvement, si vous voulez faire une PCR, c'est plutôt dans les 3 premiers jours sur le sang. Si vous êtes dans la première semaine, vous faites un pool sang plus urine. Alors vous pouvez envoyer les deux et on les pool au laboratoire. Et ensuite, si vous êtes au-delà d'une semaine, ça ne sert plus trop à grand-chose de chercher dans le sang. Et à ce moment-là, on s'oriente vers la sérologie. Voilà. Néanmoins, ce n'est pas toujours évident de savoir quelle est l'évolution, enfin, à quel stade vous êtes dans l'évolution clinique, et ce qui fait que ce qui est recommandé, c'est de tout faire si le propriétaire a les moyens de le faire. Donc un pool urine-sang. Si vous êtes au tout début, moi je vous conseille de faire le sang parce que c'est vraiment en termes de PCR la seule façon d'avoir un diagnostic de certitude. Vu qu'il y a 20% de portage au niveau, enfin, qu'on retrouve de l'ADN de lepto parmi 20% des chiens, si vous prenez que l'urine ou un pool urine plus sang, ça risque de... Enfin voilà, on ne peut pas confirmer et conclure à une infection en cours. Le diagnostic par la sérologie, c'est vraiment la cinétique. Parce que, alors je sais que c'est pour tout un tas de raisons, le deuxième prélèvement n'est pas facile à prendre. Néanmoins, avec la vaccination, on conclut très souvent, enfin d'ailleurs on ne conclut jamais une infection en cours à partir d'un seul prélèvement. Voilà pour ces éléments-là. Donc la sérologie, c'est un deuxième enfin la cinétique plutôt, c'est un deuxième prélèvement 7 à 14 jours plus tard, et on s'attend à ce que les titres augmentent, donc mettre en évidence la séroconversion. Qu'est-ce que je voulais vous dire là-dessus? Ouais, sur ce cas-là, vous voyez que si on fait qu'un seul prélèvement, on a un animal avec des titres relativement hauts, 1/800e, c'est assez haut. Le seuil de détection, c'est 1/100e. Et on pourrait conclure à une infection en cours. Néanmoins, si on fait la cinétique, on voit que cette évolution, elle ne bouge pas. Il n'y a pas d'évolution dans le temps du taux d'anticorps. Donc, ce n'est pas une lepto. En fait, ce sont des anticorps vaccinaux. En revanche, dans un cas comme ça, on a vraiment le profil typique sur la cinétique d'une infection en cours avec une augmentation de 4 niveaux des anticorps, du taux d'anticorps. Les tests rapides,
très rapidement. Donc ces tests rapides peuvent détecter les anticorps vaccinaux, quoi qu'il en soit, qui visent les IgM, les IgG ou autres, ceux en début d'infection ou pas. Ce qui fait qu'après une vaccination, notamment pour ceux qui ciblent les IgM, donc les infections précoces, dans les 4 semaines après la vaccination, il faut vous dire qu'il va être faux positif, très probablement. Sur les bovins maintenant, le problème c'est qu'on n'a pas des infections aiguës, on a des infections chroniques. Et dans cette étude, vous voyez que parmi des animaux qui sont positifs dans l'urine, en PCR, on a la moitié qui sont séropositifs, donc qui ont des anticorps, et l'autre moitié qui n'a pas d'anticorps. Donc faire un prélèvement sur un bovin pour diagnostiquer la lepto, vous tirez à pile ou face et ce sera beaucoup plus rapide et économique. Donc les recommandations, c'est de faire un diagnostic de groupe et donc de prendre 10% du lot avec un minimum de 10 et de regarder les profils. Donc ça, c'est un résultat négatif malgré la séropositivité ici. C'est à peu près un élevage sur 2 qui a ce profil-là. Et là, c'est un résultat positif. Et donc, si vous prenez une seule vache, vous ne pourrez pas conclure à une positivité, même si la vache est positive. Alors bon, là, il y a des taux particulièrement hauts. Mais imaginons que vous tombiez sur celle-ci, vous allez conclure à un élevage négatif alors qu'il est positif. La sérologie apporte aussi le sérogroupe, et ça, c'est particulièrement important si vous voulez mettre en place la vaccination derrière. Donc là, typiquement, c'est un profil séroé. Il y a un vaccin qui est disponible pour ça. Donc c'est un élevage qui a été vacciné ensuite. Le problème, c'est quand on a ça, et on ne sait pas conclure. Mais bon, voilà. Donc, on ne peut pas tout diagnostiquer non plus. Quand on a diagnostiqué, on traite. Là, à nouveau, très rapidement, les recommandations, c'est la tétracycline, la doxycycline chez le chien. Et je partage avec vous des discussions qu'on a dans les congrès sur la lepto. On se pose la question, mais pourquoi la tétracycline? En fait, tous les antibiotiques fonctionnent. S'il y a une diffusion rénale, ça va fonctionner. Il n'y a pas de résistance. Une des rares bactéries qui ne développe pas de résistance jusque-là. Et la doxycycline, c'est quand même, ou la tétra, c'est quand même un des antibiotiques qui persiste le plus longtemps dans l'environnement. Et donc, voilà, ça pose question. Dernier point, alors finalement, la prévention. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est vacciner. C'est pour les vétos, informer le propriétaire, attention, c'est une zoonose, voilà. Ce qu'on peut ajouter en informant le propriétaire, c'est que c'est pas tant le chien qui va infecter le propriétaire, mais plutôt le lien avec des sources communes. Voilà. Alors je ne reviens pas sur le vaccin. Donc vaccin chien, vaccin porcin, ce sont les vaccins disponibles sur le marché en France. Pour les bovins, il a été sur le marché 2 ans et maintenant il est accessible il est sous ATU. Ce qui fait qu'il faut faire une demande à DDPP qui va faire la demande à l'ANSES et qui va faire venir le vaccin d'Irlande. Mais ça se fait, hein. C'est pas très compliqué. Ce qu'on peut renforcer, c'est quand vous recevez des propriétaires qui viennent d'acquérir un animal acheté en animalerie, donc nouvel animal de compagnie, vous pouvez lui passer le message que les élevages sources ne sont pas contrôlés pour la lepto, et il y en a quand même un certain nombre qui peuvent être porteurs de lepto, au-delà du rat et de la souris. Notamment Octodon, Mastomys, les lapins, qui peuvent du coup contaminer leurs propriétaires par contact direct. En revanche, il y a des espèces qui sont sensibles. Donc les cochons d'Inde, le chinchilla, alors on se pose la question pour le chinchilla parce qu'il n'y a qu'un seul cas décrit, mais les hamsters, les gerbilles sont sensibles, donc vont mourir de la lepto. Donc si elles sont infectées, le propriétaire va perdre son animal, ce qui réduit les risques de contamination. Désolée, c'est un peu cynique, mais voilà, c'est pragmatique. La lutte contre les rongeurs invasifs, donc ça, c'est quelque chose qui est... aujourd'hui, on utilise les anticoagulants. Les rats et les souris développent des résistances contre ces anticoagulants.
Donc on n'a pas d'alternative, on ne peut pas lutter chimiquement contre ces animaux-là. Donc la seule alternative aujourd'hui, ça va être d'avoir une approche intégrée et de limiter la prolifération de ces rongeurs, puisque les méthodes chimiques, au-delà de polluer l'environnement, d'intoxiquer nos chiens et voire les personnes, et bien du coup ça n'a pas grand intérêt aujourd'hui. Donc on s'accorde à peu près tous dans tous les pays là-dessus. Néanmoins, comme c'est une alternative accessible, c'est encore utilisé. Là, juste un point sur la lutte, alors les ragondins, les rats musqués, la lutte contre ces espèces invasives. Dans le Grand Est, ils ont développé un projet pour mettre en place pour renaturer en fait les berges de rivières de manière à limiter l'installation des ragondins dans les berges. Donc les ragondins font des galeries, logent à cet endroit-là, et donc avoir des arbres et des racines, ça va limiter leur installation. Donc ça, c'est une approche qui est co-bénéficiaire pour différentes santé. Néanmoins, les ragondins, c'est quand même pas les... Enfin, bon, bref. Non, le dernier point, je pense, c'est on a parlé du diagnostic. Donc vous voyez l'importance d'aller jusqu'au diagnostic et jusqu'au diagnostic de laboratoire. Et là, je suis désolée, il y a un conflit d'intérêts, mais c'est quand même important qu'on puisse avoir l'information. Tous les tests rapides, on n'a pas l'information, on n'a pas les sérogroupes qui circulent. Donc ils passent dans les mailles de la surveillance qu'on fait aujourd'hui. Se renseigner, finalement questionner le propriétaire sur la source de contamination, ça peut être utile. Là, dernièrement, on a eu un cas où le chien s'est réinfecté à 3 reprises en moins d'une année, au même endroit, donc dans une rivière, et il se trouve en discutant avec la véto que cette rivière était fréquente, enfin les personnes vont se baigner dans cette rivière-là, et en particulier des enfants. Et donc là, sachant ça, ça vaut quand même le coup de passer le message aux autorités sanitaires et de dire attention, en tout cas, il y a des chiens qui chopent la lepto là, donc pourquoi pas les gens qui s'y baignent, et donc de partager l'information. Et puis, il y a un certain nombre d'initiatives qui existent aujourd'hui et qui sont en place au-delà de ce soir. Donc j'ai mis des ressources sur la leptospirose bovine, des points d'actualité sur la leptospirose canine, mais il y a quand même un élan depuis que la leptospirose est passée à déclaration obligatoire en santé humaine, même si c'est pas le cas en santé animale. Et donc il y a des études. Alors ici, si vous êtes, alors c'est pas vraiment la bonne localisation pour parler de ça, je suis d'accord, mais si vous êtes véto dans le couloir rhodanien, si vous connaissez des vétos dans le couloir rhodanien, vous pouvez leur parler de ce questionnaire où on vise à évaluer à nouveau le nombre de leptos qui sont vus par les confrères et consoeurs. Voilà. Et ce qui fait que, en espérant pas trop avoir dépassé, je termine sur ces messages. Donc pour les vétos, de diagnostiquer, d'aller jusqu'au diagnostic, de se souvenir que une PCR positive sur urine, c'est pas suffisant pour conclure à une infection, qu'on a besoin de la cinétique, qu'on s'en sert pour suivre les sérogroupes et donc c'est utile à la communauté. Localiser le site d'infection pour éventuellement le partager s'il y a des usagers qui fréquentent les mêmes endroits et puis avertir le propriétaire accessoirement qu'il vaut mieux qu'il n'y aille pas. En particulier sur les chiens, donc la transmission est relativement limitée, notamment si vous le mettez sous antibiotiques. Dans les heures qui suivent, on ne retrouve plus de leptospire dans les urines. Donc le risque de transmission est limité. Il n'y a pas besoin d'isolement particulier dans la clinique véto. Et puis partager l'information, ça peut être utile. Et pour la santé humaine, j'en profite pour passer mes petits messages. Avoir l'identification du sérogroupe, c'est vraiment très utile pour nous, puisque avoir un animal positif, c'est hyper fréquent. Donc c'est pas parce qu'un animal est positif pas très loin d'une personne positive que c'est forcément cet individu-là cet animal-là qui l'a contaminé. Et se souvenir aussi, parce qu'on a eu quelques situations un peu épiques, que aller tester les animaux a posteriori, c'est pas toujours évident, notamment sur les rats domestiques, ou les rats domestiqués plutôt. Et donc quand on a des cas humains qui sont propriétaires de rats, aller tester les rats, c'est
pas toujours évident. Donc on a développé des protocoles, si ça arrive, vous pouvez, je les partagerai. Néanmoins, voilà, ponctionner de l'urine de rat, ça peut être un peu challenge pour le veto. Récupérer de l'urine, ça l'est aussi, mais on y arrive par d'autres moyens. Et puis, en fait, les propriétaires ne veulent pas forcément sacrifier leur rat pour aller tester le rein. Et voilà, bon, ça paraît assez logique, même s'ils ont été potentiellement infectés par le rat. Et donc le dernier message que j'apporterai, je terminerai là-dessus, c'est que la leptospirose, donc vous avez vu, il y a un impact sur la santé humaine, sur la santé des animaux domestiques, sur la santé de certains animaux sauvages et donc potentiellement sur la biodiversité. Donc ça en fait vraiment un cas d'école pour One Health. Néanmoins, gérer la leptospirose dans une approche One Health, ça va dépendre de nous tous. Et donc, je vous remercie d'y contribuer par la suite. Voilà, merci beaucoup. Et si vous avez des questions. Est-ce que vous avez des questions pour Florence ? Par quel test on peut vérifier que c'est bien une rivière, un bras mort, une mare qui est la source de contamination potentielle de ce chien Ouais, très bonne question, merci de l'avoir posée. On ne sait pas. En fait, on ne peut pas tester les leptos dans l'environnement. Disons que techniquement, on peut le faire, mais l'interprétation du résultat est très hasardeuse. Si c'est négatif, on ne sait pas si c'est parce qu'on est passé à côté, s'il y a des inhibiteurs éventuellement qui ont limité les tests. Si c'est positif, ce n'est pas parce qu'on trouve de l'ADN que forcément le milieu est à proscrire, enfin il faut proscrire l'accès au milieu. Donc comme on ne sait pas interpréter ces tests-là, on ne les fait pas. En revanche, on peut identifier, en tout cas avoir une bonne hypothèse sur la source en questionnant le propriétaire, les lieux qu'il fréquente dans les 15 jours qui précèdent le début des signes cliniques. Donc c'est en général ça qui nous oriente, s'il y a un historique de baignade, si des liens avec des rats pour tout un tas de raisons, ou des liens avec d'autres animaux. Maintenant, lien avec hérisson, vous vous souviendrez. Et donc voilà, c'est ce qui nous oriente vers la source. Bonsoir. Une petite question par rapport aux séropositivités chez le cheval. Autant j'ai bien compris que chez le chien, on pouvait être un petit peu troublé par la séropositivité liée à la vaccination. Ce n'est pas le cas chez le cheval. Et j'entendais que vous disiez qu'il y avait par moment quand même des doutes sur le fait que ce soit la source clinique. Bon, ma question elle est simple, c'est que si des confrères envoient des prélèvements avec une suspicion clinique, quel est l'autre diagnostic qui pourrait les perturber s'ils ont une suspicion de leptospirose? Parce que bien souvent, vu les coûts que ça peut engendrer et vu la difficulté qu'on a à persuader les propriétaires de faire les analyses, quand on envoie les analyses, c'est qu'on a une suspicion plus. Et ce que je trouve dommage dans la présentation, c'est qu'on n'ait pas fait un retour par rapport à la suspicion vétérinaire, parce qu'à partir du moment où il y a cette suspicion clinique plus la séropositivité, je ne sais pas ce que ça peut être d'autre. Merci pour cette question. Et en fait, la majorité des échantillons qu'on reçoit pour les chevaux, alors quand les commémoratifs sont renseignés, sont les baisses de performance. Donc baisse de performance, ça peut être dû à tellement de choses. Donc en fait, en général, à ce stade-là, on balaye, on essaye de trouver une positivité, et c'est en ça que c'est vraiment difficile. Il faut vraiment garder en tête que le test de microagglutination, il est fait pour détecter les cas aigus, donc en montrant l'augmentation des anticorps. Donc avoir un test séropositif tout seul, alors parfois on a vraiment des taux très très élevés, en absence de vaccination, on se mouille un peu en disant que c'est probablement une infection, mais sinon, si j'avais une uvéite récidivante et un test positif au 1/800e, je conclurais à une infection, ou en tout cas on aurait une forte présomption. Mais dans le cas de baisse de performance, c'est trop hypothétique.